Donc on va avoir une prolifération d'artistes qui vont à la fois par la peinture, par l'art décoratif, par l'affiche, comme un des nombreux moyens mis à leur disposition, vont exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils essayent de faire comme recherche au niveau de l'art. Et c'est vraiment une période extrêmement riche et fascinante, avec des noms, bon, dans le panthéon bruxellois, il y a un couple qui est resté assez connu, c'est Adolphe Crespin et Édouard Deuk. Donc les deux ensemble vont commencer comme ouvriers décorateurs à la Monnaie, et puis ils vont de là être sollicités pour faire des décorations de théâtre, et enchaînement logique, ils vont faire l'affiche pour le spectacle et ils ont travaillé, pour lesquels ils ont travaillé, ils vont faire des décors pour des cortèges, parce que c'est très à la mode à l'époque de faire des grands cortèges représentant les métiers, etc. Les bijoux, et puis ils vont faire aussi, ils vont s'impliquer dans l'architecture, et comme plus rien n'est cloisonné, vous êtes peintre, mais vous êtes aussi décorateur, mais ils vont travailler à des projets de décoration. Notamment Adolphe Crespin, qui sera un ami très proche d'Ancard, de l'architecte Ancard. Eh bien, il va faire des affiches qui vont montrer des commerces pour lesquels il a fait la décoration de façade. Je pense à l'affiche de Goldschmidt, qui représente donc un chimiste, et dont on voit un personnage de chat noir qui est censé le représenter, un décor de laboratoire de chimiste pharmacien. Eh bien, lui va faire le décor de la façade aussi. Donc il y a des connexions constantes avec tous les arts possibles, et l'affiche fait partie de ça comme un art de la rue supplémentaire. À Bruxelles, on rencontre aussi un artiste qui va être assez marquant, c'est Privat Livemont. Et Livemont apparaît conjointement à un autre artiste en France qui s'appelait Alphonse Mucha. Et tous deux vont adopter un style décoratif poussé à l'extrême, qui va être un peu la quintessence de l'art nouveau. Donc le personnage de la femme fleur, le personnage des cheveux tels des lianes qui se répandent dans le ciel, l'emphase sur les bijoux, sur des tissus extrêmement beaux, des brocards, un décor vraiment extrêmement soigné. Et aussi bien Mucha que Livemont vont développer ce style. Livemont va être plus centré par la suite sur la décoration de façade, le sgraffite. Mucha, lui, va faire des décors de commerce, comme il va faire le décor d'un bijoutier à Paris. Il va faire des bijoux aussi, comme probablement Livemont. Il va faire des tissus, il va faire des panneaux décoratifs. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est tout simple. Mucha est à Paris, et il a comme, je dirais, patron, protectrice Sarah Bernard. Livemont, lui, il est à Bruxelles, et il est à Bruxelles tout seul. Bon, donc il n'aura jamais la notoriété de Mucha, bien qu'au niveau qualité de style, c'est équivalent. Et je ne crois pas, et ce que disent les contemporains de l'époque le confirment, qu'ils aient copié l'un sur l'autre. Ils ont chacun développé à un même moment un style très, très concomitant. L'art décoratif d'artistes comme Mucha ou Livemont est aussi très fort inspiré par un certain symbolisme. Ça reste donc des affiches symbolistes pour une bonne partie. Et un des meilleurs exemples pour moi, notamment dans le cas de Livemont, c'est son affiche pour l'absinthe Robette. Bon, l'absinthe de l'époque, c'est une boisson alcoolisée très puissante, qui a son droit de cité dans le milieu artistique, notamment français, et qui est un peu une boisson mythique parce que on lui attribue notamment pas mal de ravages dans les cerveaux des personnages du monde du théâtre, ou des écrivains, ou des peintres, qui ont un peu un destin fatal dû à une consommation excessive d'absinthe. Et Livemont donc va un peu représenter ça dans son affiche, à savoir ce côté
d'intoxication que peut provoquer l'absinthe, qui va engendrer des rêves érotiques. Alors qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir comme personnage principal présentant l'absinthe un personnage de femme nue, à peine voilée, qui tient dans la main, comme si elle tenait le réceptacle d'un culte, un ciboire, un verre contenant l'absinthe, et on voit au sommet du verre l'eau venant comme si elle venait du ciel, s'écouler dans le verre à travers la cuillère à absinthe, cuillère qui comportait toujours un peu de sucre. Et donc le liquide à ce moment-là devient vert. Et là encore, l'affiche, la grande couleur dominante de l'affiche, c'est le vert. On appelait d'ailleurs l'absinthe la fée verte. Fée parce qu'elle provoquait justement des rêves tout à fait spéciaux avec son absorption. Et les décors qui va accompagner cette affiche est basé sur les feuilles d'absinthe. Donc il va travailler les feuilles d'absinthe sur le côté comme étant l'élément végétal de décoration. Il va provoquer, comme c'est une boisson qui est censée provoquer des rêves, il va mettre des volutes de fumée. Ces volutes de fumée se terminent en feuilles d'absinthe. Il va également utiliser la couleur, donc il va partir d'un vert très profond qui va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on monte vers la tête du personnage, comme si celui-ci était plongé dans un océan vert et une espèce d'abîme d'absinthe. Et donc tous ces éléments-là font que pour moi c'est une affiche qui est extrêmement parlante, et ça a d'ailleurs été une des plus grands succès de l'affiche 1900. Elle s'est vendue, je dirais, elle a été collectionnée. On a retrouvé des lettres de marchands d'affiches de l'époque demandant « vous pourriez m'en faire retirer parce qu'elle est toujours en rupture de stock ». Donc entre 1897, date de sa création, et 1905, il y a eu de nombreux tirages de cette affiche. Alors par la suite, donc, vous allez avoir d'autres artistes qui vont marquer. Il y en a un dont on se souvient beaucoup parce qu'il va rejoindre un petit peu ce qui va être la spécialité de la BD belge, la ligne claire, c'est Henri Cassirs. Et lui, c'est notamment les compagnies maritimes qui vont le fasciner, la vie sur la côte, donc les paysannes hollandaises ou paysannes belges de la côte. Il va beaucoup travailler pour des compagnies comme la Red Star Line. Red Star Line qui reste dans les mémoires comme un des principaux moyens d'immigration vers les États-Unis. Donc la Red Star Line va voir passer un nombre considérable de Belges qui décident d'immigrer soit aux USA, soit au Canada. Et ça depuis les années 1850-60. Les premières affiches de Cassirs pour la Red Star Line et au Stand d'Ouvre et d'autres compagnies maritimes comme ça datent dès la fin des années 80. Et c'est un autodidacte, mais qui va développer un style bien à lui, très très apprécié et très lumineux, si vous voulez, au niveau de ses personnages. Qu'est-ce qu'il y a encore comme artiste important? Il y a tous ceux qui ont fait partie des cercles artistiques, ils les ont défendus. Vous avez des peintres de très grand talent. James Ensor a fait des affiches. Félicien Rops a fait des affiches, mais disons lui, il fait partie de la génération un peu avant. Vous avez des peintres comme Theo van Resselberg qui ont travaillé, Georges Lemen, enfin pratiquement tous les artistes marquants vont à un moment ou à un autre tâter de l'affiche. Henri Evenepoel va en produire quelques-unes.